Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ma combinée à bois. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Allez-y, je vous attends. En attendant, je vais ranger un peu. Non, ça ne vous branche pas. Bon, je vais vous faire une présentation générale. Alors, une combinée à bois, en général, on retrouve une scie, une toupie, et une rabot d'égo. Une combinée, c'est donc plusieurs outils sur une seule machine. Et sur celle-ci, chaque outil est emmené par un moteur différent. Donc on a 3 moteurs triphasés de 2200 watts chacun. La scie, alors sur la scie, on monte des lames de 250 mm, ce qui nous permet d'avoir, avec le capot de protection, 75 mm de hauteur de coupe, sans le capot, un peu plus de 8 cm. En position inclinée à 45 degrés, on a encore 45 mm de hauteur, presque 5 cm, ce qui est largement suffisant pour un usage amateur. Pour pouvoir déligner, on a un guide parallèle donc évidemment à la lame de scie, qui est réglable à travers cette règle graduée. Donc, inconvénient de l'époque, les machines n'étaient pas super ergonomiques. Pour pouvoir utiliser la règle parallèle, il faut démonter le protecteur de dégo parce que on va utiliser la table de la dégo pour pouvoir utiliser la règle. Vous voyez, là ça bute. Si je veux aller plus loin, il faut démonter l'outil. Je ne vais pas le faire parce que ça m'ennuie. Mais imaginez bien que la règle peut aller jusque là. Vous voyez, on peut déligner déjà 65 cm. Mais on ne s'arrête pas là. En fait, petite astuce, la règle ici, on a possibilité de la déplacer. Il y a 2 butées. Vous voyez? Et là, donc on a décalé la règle de 20 cm par là, ce qui nous amène non plus à 65 cm, mais 85 cm entre le guide et la lame. En plus du guide parallèle, ici, on a un guide d'onglet, qui est bien sûr inclinable sur l'angle qu'on veut, qui est monté sur un chariot. Le chariot fait un peu plus d'1 mètre, il a un débattement d'à peu près 1,80 m. Et on a aussi un dispositif ici pour découper des plateaux. Le guide d'onglet fait à peu près 1,10 m. Il y a une rallonge, on peut le prolonger jusqu'à 2 mètres. Donc ce qui permet vraiment de découper des panneaux de manière pratique. Voilà, autant vous dire que pour un usage amateur, on s'éloigne un petit peu de la scie sur table, c'est vraiment confortable. En revanche, c'est confortable, mais la machine, liée à son âge, il y a quand même quelques petits problèmes d'ergonomie. D'abord, on n'a pas un chariot ras de lame. Sur les machines modernes, le chariot qui se déplace là, la limite ici, elle est à ras, ce qui est très pratique. Pour pouvoir couper, on coupe à partir du chariot. Ici, moi, il faut que je fasse un petit exercice pour savoir où est-ce que je coupe précisément. Bon, c'est pas très grave. Il y a aussi le fait que la lame, c'est pas une manivelle pour la monter ou la descendre, c'est un levier. Donc c'est pas très précis si on veut régler la hauteur. Et c'est la même chose pour l'angle. On a un levier de serrage et le moteur est directement fixé sur l'axe qui supporte la lame. Du coup, quand on pivote la lame, on a tout le poids du moteur avec. Et quand on veut être précis, c'est pas simple. Donc, la partie commande de la scie, elle se trouve ici. On a la partie mécanique, donc ici, l'inclinaison de la lame. Et là, vous voyez, le moteur, il se trouve là. Et il est lourd. Donc, sitôt que j'actionne, que je déverrouille l'angle, la lame pivote. Et pour la ramener, il faut forcer un peu. Donc là, on est en butée, 90 degrés. Le réglage de la hauteur se fait, j'en profite pour la ranger, avec le même levier.
On dévisse le levier pour déverrouiller la position. Hop. On règle. Et on revisse. Donc évidemment, c'est pas pratique pour régler une hauteur très précise sans cale ou sans moyen de mesure précis. Voilà, pour la partie électrique, on a un boîtier de commande ici. Ce boîtier de commande ne commande que la scie, c'est-à-dire que je ne peux démarrer la scie que d'ici. On a 3 boîtiers de commande tout autour de la machine qui sont sur les postes de travail. Le poste de travail de la scie étant là, évidemment, je démarre et j'arrête ici. Particularité, pour la sécurité, tous les boutons d'arrêt fonctionnent. C'est-à-dire que si j'ai démarré la scie et que je me trouve sur le côté parce que je déligne une pièce un peu longue et qu'il y a un problème, je peux utiliser la partie électrique de la Rabodego, ici, pour arrêter la scie. C'est possible. Par contre, je ne peux pas remettre en route par là. On va parler un peu de la toupie maintenant. Donc la toupie, elle a un arbre de 30 mm. On a un foyer ici qui permet de rentrer des outils de 180 mm de diamètre maximum, ce qui est déjà pas mal. On a un réglage fin sur la manivelle pour pouvoir régler la hauteur de l'outil et ici une vis de blocage pour régler la position. On a un changement de vitesse. Alors, on va maximum à 8500 tours minute. On peut descendre jusqu'à 4300 tours minute. Et en fait, on a 3 vitesses. On a un petit indicateur ici qui nous donne la vitesse. En fait, c'est comme une perceuse à colonne. On a le moteur qui se trouve là, pas super visible, sur lequel on a 3 pignons de diamètre différents, une courroie qui va entraîner l'arbre de la toupie, avec encore une fois 3 pignons différents. On va régler la vitesse en changeant la courroie de place. Donc on a une sécurité. Ici, il y a un contact qui fait que si la porte est ouverte, par exemple, eh bien, on ne peut pas faire tourner le moteur. C'est une des sécurités électriques dont je parlais tout à l'heure. Il y a de la poussière partout, c'est de la sûre. On a également donc une pige, elle s'enfile ici. Elle nous permet donc de bloquer l'arbre, c'est-à-dire que dans une position, voilà, l'arbre ne bouge plus. Et là, on peut monter facilement les outils sur l'arbre. Les commandes électriques, elles se trouvent là à côté de moi. Donc on a un bouton marche, un bouton d'arrêt. Le bouton d'arrêt se verrouille, il est monostable. Il faut dévisser le bouton quelque part, faire un petit 6e de tour, on va dire, pour déverrouiller le bouton et rendre possible le redémarrage. Donc la partie mécanique qui permet de changer de vitesse, moi je m'en sers pas. J'ai utilisé un variateur pour convertir la machine du triphasé au monophasé. Et ce variateur me permet, avec un potentiomètre ici, de faire varier la fréquence du moteur et donc sa vitesse. Donc toute cette partie mécanique, elle n'est pas utilisée en fait. Donc on peut utiliser la toupie avec un guide longitudinal pour pouvoir faire des défonces droites, en s'appuyant donc sur les règles ici, ou alors un guide à l'arbre pour pouvoir faire des défonces sur des contours courbes. Si on fait le tour de la machine, on va découvrir de ce côté-là les fonctions Rabodego et mortaiseuse. Donc en fait, je vais en parler en même temps parce que c'est ni plus ni moins que le même moteur qui va entraîner le même rouleau porte-fer pour les 3 fonctions. Donc le rouleau porte-fer, il est là, on a 3 fers dessus. Le moteur, il est dessous. Il entraîne le rouleau avec une courroie qui possède encore une fois un système de pignon pour en varier la vitesse. Alors pour les Rabodego, on roule à fond, c'est-à-dire à peu près 5500 tours. La mortaiseuse, elle, on peut réduire la vitesse à 3200 tours, si le besoin s'en fait sentir, c'est en fonction des diamètres de l'outil. Voilà. Je ne vais pas vous présenter la Rabodego et la mortaiseuse encore une fois, je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Alors le moteur de la Dego, il est là. La courroie, elle se trouve là derrière. On y accède avec cette trappe. Donc la trappe, elle permet aussi d'accéder au timon qui permet de déplacer la machine. Voilà. Et la trappe doit être fermée pour pouvoir utiliser
les fonctions d'égo, rabot et mortaiseuse bien sûr. Sans ça, le moteur ne démarre pas, il y a une sécurité pour éviter de se prendre les doigts dans la courroie. Donc en position rabot d'égo, comme ça, évidemment, il faut que les tables soient verrouillées et que la trappe d'accès à la courroie soit fermée pour que le moteur puisse tourner. Les commandes se trouvent là, marche, arrêt. On a une table d'entrée qui fait 85 cm de long, 310 de large. On peut raboter effectivement 310 mm, donc la table doit faire un peu plus même. La table de sortie et la table d'entrée, au total, on a à peu près 1,50 m. Pour la raboteuse, on va utiliser le plateau qui se trouve dessous et on va raboter la partie supérieure du bois. Donc, le plateau autorise évidemment des passes de 310 mm de large et le moteur est assez puissant pour faire des passes de 5 mm en une fois. Bon, c'est un peu excessif, je trouve. Moi, je ne fais pas des passes aussi larges d'un coup. Sur la manivelle de réglage de la hauteur du plateau, on a un vernier avec un réglage fin qui permet de régler la hauteur au dixième de millimètre. Et on a ici une vis qui permet de verrouiller la position du réglage de la hauteur. Donc, la protection, j'en ai parlé. Si elle est comme ça, le moteur ne tourne pas. Et si on n'a pas les deux tables relevées dans la position où elles sont tout de suite, ça ne fonctionne pas non plus, bien sûr. Voilà, donc on a une hauteur max de rabotage de 23 cm et une épaisseur minimale du bois raboté de 4 mm, je crois. Voilà, pour l'essentiel, je pense avoir tout dit. La mortaiseuse, bon, rapidement, on peut monter des mèches de 3 à 16 mm, hein, ce qui permet pas mal de latitude. Et puis voilà. Donc, pour les caractéristiques, je vais m'en arrêter là, parce que c'est fastidieux. Si une dernière, quand même, la machine fait 500 kg, c'est lourd. C'est une machine qui fait, une fois tout replié, c'est-à-dire pas dans la position où elle est tout de suite, mais avec les tables rabattues comme ça, là, elle fait 1 mètre de large, 1,60 m de long et 90 cm de haut, ce qui est donc imposant, évidemment. Et puis, comme vous avez vu, les fonctions sont utilisables, mais il faut faire le tour de la machine, tout autour. On a les commandes ici pour la raboteuse d'égo, et mortaiseuse aussi d'ailleurs. La scie, ça se trouve devant, la toupie, ça se trouve là derrière. Donc vous voyez qu'il faut de la place tout autour pour pouvoir travailler. Sur ce modèle-là, j'ai la chance d'avoir un timon qui me permet de la déplacer, ce qui est très pratique parce que je peux la plaquer contre un mur quand je veux utiliser la fonction opposée au mur, ou évidemment, ce qui est le plus intéressant encore, la ranger quand je m'en sers pas, ce qui me permet de mettre ici ma voiture. Voilà. Au niveau des caractéristiques, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu la marque. Donc cette machine, c'est un modèle de combiné de marque Lurem. C'est un combiné 310 SI Former de 98. Lurem, en 98, était un fabricant de machines françaises. Il faisait des machines à bois de tout type, hein, qu'on trouve chez les boiseux, des scies à ruban, des lames, des machines comme celle-ci, des aspirateurs, etc. Mais la fabrique a été liquidée et la marque a été rachetée. Je vous présente ça sur l'ordinateur et puis on se retrouve après. Lurem est une société qui a été créée en 1960 à Domfront dans l'Orne, c'est en Normandie, donc c'est ce qui est écrit là, hein. Et c'est ici. C'est une société qui fabriquait des machines à bois, donc une société française, et qui était réputée pour la robustesse et la fiabilité de ses machines. Aujourd'hui, malheureusement, cette société n'existe plus en tant que telle. Ce n'est plus une société, enfin en tout cas, ce n'est plus un fabricant français, parce que la société a été liquidée en 2012. Voilà, donc malheureusement, donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le stock a été vendu pour écouler les dettes. La fonderie a été reprise à l'époque, je crois, par un ancien employé de Lurem, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je sais que à l'époque, donc Lurem n'utilisait que 15% de la production de la fonderie et que le reste était le bénéfice de d'autres sociétés. Donc cette partie-là existe peut-être encore, je ne sais pas, j'ai pas creusé. Quoi qu'il en soit, donc la société a été liquidée en 2012 et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, le nom Lurem, lui, a été vendu. C'est-à-dire que la marque a été vendue pour 8 000 € à l'époque, en 2014. Au représentant d'une société basée à l'étranger, c'est-à-dire
que dans les faits, maintenant, on a une société, l'UREM, qui existe, en tout cas la marque existe encore, mais la société n'est plus française et surtout les machines ne sont plus fabriquées en France. Donc c'est bien dommage. On ne sait pas qui d'ailleurs, hein. J'ai fait des recherches succinctes, mais j'ai pas réussi à connaître la nationalité du revendeur, et je ne suis pas sûr que de toute façon ce soit encore le même aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il existe un site, l'UREM Machine à Bois, avec un numéro 04, donc une société basée dans le Jura, qui est probablement un distributeur, parce que c'est un bâtiment qui regroupe un hall d'exposition de matériel neuf, donc qui fait toujours de la machine à bois et des combinés, mais ce ne sont plus des machines fabriquées en France, je le répète. Il faut le savoir, parce qu'on peut croire acheter du matériel français et puis finalement c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la marque a été rachetée, ce ne sont plus les mêmes produits. C'est même précisé sur le site en rouge. Nous sommes propriétaires de la marque Lurem depuis 4 ans, donc ce truc là je l'ai vu il y a 1 an déjà, donc ça fait depuis 5 ans maintenant. Nous n'avons ni pièces détachées ni documentation concernant les machines antérieures à 2014. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'effectivement il y a eu une société Lurem jusqu'à 2014 qui correspond à la date du rachat de la marque, mais il n'y a plus de SAV évidemment sur les anciennes machines, il n'y a plus de pièces détachées, en tout cas en production. S'il reste du stock, c'est certainement pas chez l'UREM Machine à Bois qu'on va le trouver. Voilà pour la marque, vous en savez un peu plus maintenant sur l'UREM. Donc cette machine-là, comme je disais, elle date de 98. Donc malgré qu'elle ait plus de 20 ans, c'est quand même une demoiselle, hein, parce qu'en fait, ça date d'avant l'obsolescence programmée. Ces machines-là, c'est des tanks, c'est incroyable. Comme je vous disais, elle fait 500 kg. Globalement, pourquoi? Parce qu'on a majoritairement de la fonte. Le châssis de la Dego Rabo, il est en fonte. Les tables sont en fonte, les tables de la scie aussi. De ce côté-là, le châssis est en acier parce qu'il ne nécessite pas de fonte. Mais globalement, il y a beaucoup de métal. Peu de plastique, on en a sur le poussoir, l'écartère de la scie ici, et là où c'est indispensable, comme les molettes de réglage, mais sinon globalement, et encore pas toutes, vous voyez, celle-là elle est en métal, globalement c'est du métal. Donc c'est costaud et c'est fiable dans le temps. Pourquoi je dis ça? Parce que l'intérêt de cette machine, c'est qu'elle est rustique, justement. Globalement, on a la complexité d'une perceuse à colonne, un moteur, 2 pignons traînés par une courroie pour changer les vitesses, et un outil qu'on fait tourner. Une scie, la toupie ou la Rabo Dego, c'est le même principe. Ce qui fait la force de cette machine, c'est la robustesse et surtout la solidité et la fiabilité des réglages dans le temps. En fait, cette machine-là, pour vous donner un exemple, elle a 20 ans, elle a travaillé pendant 10 ans, et pendant les 10 autres années, elle a été déménagée 3 ou 4 fois, et elle a traîné dans un garage à chaque fois. Et bien malgré ça, quand je l'ai récupérée, cette machine, je l'ai restaurée. À la restauration mécanique, ça consiste à dérouiller la machine. On enlève la rouille et c'est tout. On vérifie les réglages. Et croyez-moi, j'ai pris une équerre de mécanicien, j'ai vérifié les équerrages indispensables, sur la toupie par exemple, sur plusieurs axes, comme ça. La scie, pareil, réglée à 90, elle est bien à 90, etc. Et bien c'est incroyable. Cette machine-là, elle est juste, malgré une utilisation plutôt intensive. Mon père a fait plusieurs cuisines, il a habillé plusieurs maisons avec, c'était vraiment sa passion. Et il avait le temps, il était facteur, il travaillait tous les après-midi dessus et le week-end. Et donc cette machine-là n'a pas bougé. Donc moi, ce que je vous invite à faire, quand vous achetez une machine de ce type-là, si vous l'achetez neuve ou si vous les achetez d'occasion chez un concessionnaire, entre guillemets, je vous invite à prendre l'option du réglage à domicile par un technicien. Peu importe le prix que ça coûte, ça sera rentable, hein, parce que en général, quand vous prenez cette option-là, le mécanicien, sur une machine neuve, il passe une demi-journée, voire une journée à régler la machine. Après, il y a les petits oignons, et comme vous pouvez voir, ça ne bouge pas. Malgré le fait que vous avez vu, hein, pendant la vidéo, je l'ai bougé dans tous les sens. On a un sol qui n'est pas très régulier, et malgré ça, les réglages, je les vérifie régulièrement. Ils ne bougent pas d'un pet. En tout cas, pas suffisamment pour que ça nécessite un réglage. J'ai la chance d'avoir avec la machine le manuel du constructeur. Alors, je dis bien que c'est de la chance en fait, parce que ce manuel-là, c'est un petit peu comme le guide d'utilisation de votre voiture que vous avez dans la boîte à gants. Il va vous expliquer comment on utilise la machine de manière basique, c'est-à-dire comment utiliser le poste de scie, le poste de toupie, le poste de Rabo Dego,
Donc, clairement, il ne va pas vous apprendre le métier de menuisier, hein, ça c'est différent. Mais il va vous expliquer comment utiliser tous les organes de la machine, toutes les options et tous les accessoires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point intéressant aussi, c'est qu'on a comment entretenir la machine, comment la graisser, comment la régler. Ça aussi, c'est bien. Mais en plus de ça, pour faire l'analogie encore une fois avec le guide d'utilisation d'une voiture, on a l'équivalent des revues techniques automobiles, vous savez, pour passer le contrôle technique, si vous voulez le faire vous-même. C'est-à-dire que dans le manuel, on a également les schémas mécaniques, tous les plans éclatés de la machine avec les références, ce qui est très pratique. Globalement, moi, lors de la restauration, j'ai dû changer un pignon qui était cassé, un pignon qui est là-dedans, qui permet d'entraîner le bois pour la raboteuse. Et ce pignon-là, il est en plastique, en nylon, je pense, et il était fendu. Pardon, donc il a cassé. Et sans la référence exacte, ça aurait été très très compliqué de la retrouver, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'UREM n'existe plus. Donc j'ai réussi à le trouver sur un site. Ce site, c'est à la Beurte Bois, donc je lui fais de la pub, hein, parce qu'il m'a bien rendu service. Je pense que c'est un site qui était là au moment de la liquidation de l'UREM et qui a racheté du stock de pièces détachées et qui le revend encore. Donc on arrive encore à trouver des pièces pour l'UREM. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Sans ça, j'aurais rien pu faire de cette machine, malheureusement. En tout cas, toute la partie rabot d'égo était inutilisable. Et ça aurait été dommage. Et ce qu'on trouve aussi, et qui m'a bien servi dans ce manuel, c'est les schémas électriques. Comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai en détail dans la prochaine vidéo comment j'ai converti cette machine du triphasé au 220. Et bien, sans ces schémas électriques, j'aurais peut-être pas réussi, ou en tout cas, j'y aurais passé beaucoup plus de temps. Ça m'a permis aussi de comprendre les sécurités électriques. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait que si la porte ne s'ouvre pas ici, je ne peux pas utiliser la rabot d'égo, c'est le schéma électrique qui me l'a expliqué. Et le manuel, évidemment, qui le décrit. Voilà, donc c'est vraiment une chance. Donc ce manuel-là, évidemment, il n'est plus édité par l'UREM, puisque l'UREM l'a bien spécifié sur son site, ne fait plus le SAV pour ce genre de machine. C'est donc une ressource précieuse. Et moi, je le considère comme un abandon book, c'est-à-dire un bouquin libre de droit, finalement. Et donc, je me suis permis de le scanner, ce bouquin, qui fait peut-être, je sais pas, 200, 300 pages. Ce bouquin-là, donc, je l'ai scanné, et je l'ai mis à la disposition de tout le monde sur un site qui s'appelle l'Air du Bois. Alors, l'Air du Bois, c'est une plateforme collaborative de boiseux, qui est super génial, qui permet de présenter ses œuvres et de poser des questions. C'est pas un forum, c'est pas exactement pareil. C'est vraiment collaboratif et il y a très bon esprit, très bienveillant. J'aime beaucoup. Donc c'est Boris Bolland, un youtubeur qui a créé ce site, qui le maintient. Donc je te remercie Boris. Je te remercie doublement parce que effectivement, quand j'ai scanné cette notice-là, la notice complète, le PDF fait un peu plus de 50 mégas. Donc avant de le poster, bien sûr, j'ai demandé l'autorisation à Boris. Parce que bon, ça commence à faire un fichier de 50 mégas, c'est-à-dire que un site web, c'est pas gratuit à maintenir, et on paye en général à la data. Donc Boris m'a autorisé à poser cette doc donc, sur son site. Boris, je te remercie. Si tu vois la vidéo, spéciale dédicace, mec. Voilà, donc je vous mets le lien, bien sûr, du site de Boris, de sa chaîne YouTube, et puis de la doc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Là, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Si ça vous a plu, likez la vidéo. Sinon, laissez un commentaire. C'est toujours intéressant. Moi, je les lirai tous. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas. Demandez la notification si vous voulez suivre un petit peu l'avancée de ce que je vais faire de cette machine et de ce que je vais faire de cet atelier aussi. Enfin, pour l'instant, c'est un garage, mais à terme, ça sera un atelier. Donc voilà, le plus important, c'est pas de vous abonner, mais en tout cas de commenter la vidéo. Pour moi, c'est plus important. Vraiment. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez pris du plaisir à la visionner. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Salut!